Un grand merci à Monsieur Samble pour les éclairages très intéressants sur le contrat de stage. On commence dans quelques minutes, voilà, le temps que les gens se connectent. Merci. Voilà, bonjour chers amis, on va démarrer dans quelques minutes. Voilà, juste le temps de partager et que nos amis se connectent. Voilà, merci. Voilà. Bien. Voilà. Aujourd'hui, on va discuter donc le service à la clientèle. C'est quelque chose qui est très il est actuellement très à la mode. Tout le monde parle de service à la clientèle. Je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses, aussi bien sur la fidélisation, sur l'accueil. Je crois que
Cora va faire un live sur le CRM pour qu'on ait une meilleure compréhension de toutes ces choses-là. Voilà. Je vais éteindre le son ici aussi. Donc on ait une meilleure compréhension de tous ces aspects qui sont liés au service à la clientèle. Voilà. Donc on va essayer de voir un peu les fondements théoriques et puis on pourra en discuter. Voilà. Bien. Donc je voudrais bien sûr lancer une grande salutation à monsieur Matar Amassignan, qui est un expert, professeur de marketing, qui est sur un professionnel, qui fait partie des jeunes qui réellement font un excellent job sur Marketing TV Monde. Je voudrais aussi saluer Abdoulaye Ndiaye, voilà, un grand ami de Marketing TV Monde, de Charles Bamba Sissé aussi, qui entrera l'homme du mois ou l'homme de la semaine sur Marketing TV Monde. Je voudrais le féliciter pour son engagement. Michel Mbaye et tout ça, voilà, Khalifa Gabi, Naïm Ambassek, Zofou Dramé, que ça fait un moment, il faut qu'il revienne là, il faut qu'on le voit, voilà. Donc c'est exactement ça. Bien. Alors, donc nous allons, je crois, essayer d'aborder rapidement le thème sur lequel nous sommes engagés, ou en tout cas qu'on a annoncé. Et aujourd'hui, l'idée pour moi, c'est de discuter avec vous sur un aspect très important. Excusez-moi, je me suis douté. Voilà, bon thé. Trop de café, c'est pas bon. Voilà, bien. Nous en offrirez volontiers. Il suffit juste de demander. Voilà, bien. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on va discuter d'un aspect très très important qui concerne ce qu'on appelle les services à la clientèle. C'est un aspect important, notamment du marketing des services, mais aujourd'hui, c'est même un aspect important dans le positionnement stratégique des entreprises. Ça, vraiment, c'est un facteur très important à comprendre. Voilà, bien. C'est pas une nouveauté, parce que déjà en 1959, Cossin écrivait sur ces aspects, notamment du service après-vente, voilà, parce que pendant longtemps, le marketing des services s'est focalisé sur ce qu'on appelle le marketing après-vente. Et le marketing des services a été aussi très longtemps focalisé, non pas sur les services eux-mêmes, mais sur les produits en tant que tels, d'accord? Donc les services après-vente, pendant longtemps, ont été des services autour des produits. Hein. J'espère que le prochain live qui viendra, on parlera des stratégies de services. Et en ce moment-là, on parlera des stratégies de services autour des services et des services autour des produits. Ça, on le fera, Inch'Allah, le mardi prochain. Voilà, bien. Donc aujourd'hui, ce serait bien d'éclairer ce concept qui a vraiment beaucoup de noms. Certains l'appellent service à la clientèle, d'autres ont parlé du service autour du service, d'autres ont parlé notamment de ce qu'on appelle des services complémentaires. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le terme le plus utilisé, le plus commun, c'est le terme de service à la clientèle. Voilà. Bien. Alors, il est important peut-être déjà de comprendre qu'est-ce que c'est que ce service à la clientèle. Le service à la clientèle, ce n'est pas l'offre de service, parce que autant les entreprises industrielles que les entreprises de services développent ce qu'on appelle des services à la clientèle. Voilà, bien. Alors, maintenant, comment peut-on comprendre ce concept de service à la clientèle? On peut se référer à Jacques Horowitz, qui est un des anciens managers du groupe notamment Club Méditerranée, qui est un grand expert notamment dans le domaine des services et qui va nous faire une proposition assez intéressante parce qu'elle est pragmatique. Voilà, bien. Et donc, il va considérer que le service, donc le service supplémentaire, le service à valeur ajoutée, le service complémentaire, le service à la clientèle, c'est l'ensemble des prestations auxquelles le client s'attend au-delà du produit ou des services de base en fonction du prix, de l'image et de la réputation en cours. Donc vraiment, à mon avis, c'est très clair. Donc, c'est l'ensemble des prestations. Quelles prestations? C'est des prestations au-delà de ce que vous offrez. Ça, quand vous avez un produit, le client, il attend autre chose de plus que le produit. Quand vous vendez un service, n'importe lequel, hôtellerie, restauration, école de formation, tout ce que vous voulez, le client peut s'attendre à plus que ce que vous lui offrez. Donc, c'est des prestations supplémentaires, des prestataires complémentaires, des prestations du moins complémentaires et qui sont attendues par le client. C'est très important de comprendre. Donc, on ne les développe pas parce qu'on veut les développer, on ne les développe pas pour faire plaisir à quelqu'un ou pas, on les développe parce que c'est une valeur ajoutée. Donc, c'est l'ensemble des prestations auxquelles le client s'attend au-delà du produit ou du service de base. Pourquoi? En fonction justement du prix. Parce que si je vous dis, ok,
j'ai une voiture que je vends sec, il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien, il n'y a pas de maintenance, rien, je vous le vends à 10 millions, cette même voiture, si vous le vendez du moins à 10 millions notamment, alors que la moyenne de prix de voiture de la même catégorie, c'est peut-être 5, 6, 7, 8 millions, le client va s'attendre à plus, parce qu'il va dire ça coûte plus cher, peut-être qu'il y a aussi un plus, voilà. C'est le même cas dans l'hôtellerie, c'est le même cas pour les produits et les services. Donc, en fonction du prix, excusez-moi un peu, je crois qu'il y a quelqu'un qui tient beaucoup d'emploi, excusez-moi. Je m'excuse très très sérieusement pour cette interruption, mais c'est du live, c'est du direct, donc les gens ne veulent pas savoir que je suis en direct et ils peuvent insister pour me rencontrer. Je m'excuse vraiment platement pour cette interruption. Voilà. Bien. Alors, donc je disais que les services, c'est l'ensemble des prestations auxquelles les clients s'attendent, en plus du service ou du produit de base, en fonction du prix, de l'image ou de la réputation en cours. Voilà, c'est ça. Et ce qui va se passer, c'est que ces services sont des services autour du service et qui vont être des prestations complémentaires. La rupture apportée dans le concept de service client par rapport à avant ce qu'on appelait les SAV, services après-vente, c'est qu'aujourd'hui les services se comprennent comme étant un ensemble, un package en fait de services avant le service, pendant le service et après le service. C'est pourquoi le concept de SAV est un concept un peu dépassé en fait. Parce que les services ne viennent plus seulement après la vente, mais les services viennent maintenant, avant la vente, pour bien préparer le client à bien acheter. Ensuite, pendant la vente, pour éclairer le client, pour qu'il puisse faire le meilleur choix. Ensuite, après la vente, pour l'accompagner afin que la consommation soit particulièrement bonne. Et tous ces concepts sont plus ou moins, ou en tout cas sont directement liés, notamment à ces nouveaux concepts de fidélisation. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Voilà, bien. Si vous le regardez bien, quand on enseigne le marketing des services, notamment le concept d'offre de service, il va y avoir trois types de services. Ce qu'on appelle les services de base, les services de base, les services facilitateurs et les services différenciateurs. Voilà. Dans le concept de service différenciateur, souvent on se dit les services différenciateurs, c'est le plus qu'on apporte au client pour mieux s'adapter à ce que veut le client, pour notamment apporter une valeur ajoutée par rapport aux concurrents. Voilà. Donc ce concept aujourd'hui de service à la clientèle récupère les services différenciateurs pour que ça ne soit pas particulièrement un type de service qui est destiné uniquement à faire plaisir aux clients, mais que ça soit un service qui entre dans la stratégie concurrentielle de l'entreprise. Voilà. Bien. Donc, les services autour des services ou autour des produits sont des prestations complémentaires en vue d'optimiser l'utilisation du service ou du produit et d'augmenter la valeur du produit ou du service pour le client. Voilà. Donc, l'entreprise qui propose des services à valeur ajoutée, il gagne énormément. On reviendra tout à l'heure sur les 6 aspects pour lesquels le client est demandeur de services après-vente, enfin de services autour du produit ou du service, donc des services à la clientèle, et les 6 aspects pour lesquels l'entreprise a intérêt à développer notamment des services à la clientèle. Voilà, bien. Donc, pour bien comprendre l'enjeu du développement ou de l'importance ou même de l'exigence des services notamment à la clientèle, il faut comprendre notamment aussi l'enjeu international ou en tout cas l'enjeu du marché. Voilà. Pour ça, bien comprendre d'abord que le contexte actuel de l'économie mondiale nécessite notamment que chaque entreprise qui veuille se développer, qui veut se pérenniser, puisse développer notamment des services à valeur ajoutée. Voilà. Alors, pourquoi le contexte de l'économie internationale? Pour une raison très simple. Quand vous regardez, depuis les années 70, les entreprises de services constituent l'essentiel, ou en tout cas une très grande partie, du PIB des économies développées. Voilà, hein. Je donne un exemple très simple. Quand vous prenez les États-Unis notamment, imaginez le poids qu'il y a des GAFAM, ce qu'on appelle des GAFAM. Voilà, ça entre Facebook, Amazon, Google, Apple, etc. Imaginez le poids qu'ils ont sur notamment l'économie américaine. Et mieux que ça, c'est aujourd'hui les valeurs qui ont les valeurs non seulement les mieux cotées, mais c'est peut-être même les valeurs qui ont la plus grosse capitalisation boursière. Voilà. Prenons tout simplement le cas du Sénégal. Aujourd'hui, vous imaginez comment est-ce que les entreprises de services se développent.
que ça soit dans le secteur du BTP pour le bien-être, que ça soit notamment aussi côté bien-être, notamment les soins, les salons, etc. et tout, que ça soit l'hôtellerie, que ça soit la restauration, etc. C'est des secteurs qui se développent de manière extrêmement importante. Voilà. Donc, aujourd'hui, le service est devenu réellement quelque chose de quasiment incontournable, un plus qui permet de mieux donner, de mieux notamment satisfaire la clientèle. Voilà. Et l'intérêt porté aux services complémentaires résulte en fait d'une transformation structurelle de l'économie et des modes de concurrence. Voilà. C'est pourquoi un auteur qui s'appelle Davidoff avait dit qu'il faut considérer aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle une servicialisation de l'économie. Voilà. C'est-à-dire, même si vous développez des produits, vous êtes obligé de développer aujourd'hui d'autres types de services pour mieux attirer les clients, pour leur donner une meilleure expérience de consommation, mais aussi les accompagner dans la consommation et l'utilisation du produit pour qu'ils aient non pas une satisfaction, mais un enthousiasme. Et c'est la clé, notamment, pour pouvoir les fidéliser. Voilà. Bien. Aujourd'hui, donc, quand on regarde le contexte, c'est d'abord un contexte de saturation des marchés. Quand on regarde notamment les offres, regardez, il n'y a pas un domaine où l'offre est une offre supérieure à la demande. Du moins, inférieure à la demande. Dans la plupart des secteurs industriels ou services, l'offre est généralement supérieure à la demande. Et il est important, face notamment à cette saturation du marché, de développer de nouvelles approches qui permettent de mieux attirer, de donner plus de confort et une meilleure expérience à la clientèle. L'autre aspect qui nécessite le développement de services à valeur ajoutée, c'est le développement technologique. Aujourd'hui, il est rare qu'une entreprise puisse se distinguer de ses concurrents uniquement sur, notamment, sa puissance technologique. Voilà, si vous l'avez remarqué, dans tous les secteurs, il y a ce qu'on appelle une banalisation, notamment de la technologie. À chaque fois qu'une entreprise crée une nouveauté, ses concurrents vont pouvoir notamment la rattraper très, très rapidement. Donc, à défaut de pouvoir avoir une domination très haute du point de vue technologique, ce qui va apporter un plus de la valeur ajoutée, c'est développer notamment des services autour du produit ou autour du service, ce qu'on appelle des services à valeur ajoutée ou des services clients. Voilà. L'autre aspect, c'est la mondialisation de l'économie. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde est devenu, excusez-moi, ce qu'on appelle un village planétaire. Voilà. Ce qui se passe tout simplement, c'est que quand vous êtes au Sénégal, votre concurrence, ce n'est plus uniquement les entreprises sénégalaises, ça devient toutes les entreprises du monde. Voilà. Vous avez remarqué comment est-ce que dans le secteur de l'hôtellerie, l'internationalisation du secteur a joué un rôle très, très, très important dans l'offre d'hôtellerie au niveau local. Voilà. Quand les médias sont venus au Sénégal, ont commencé à développer notamment leur propre stratégie de service, leur propre offre, leur propre approche de service client, les concurrents locaux, certains ont pu s'adapter, travaillant sur l'amélioration de l'offre de service, en développant de nouveaux services, en offrant plus d'expérience et plus de satisfaction à leur clientèle. Et si vous l'avez remarqué, il y a de grands noms de l'hôtellerie au Sénégal qui existaient jusque dans les années 80, 90 et même 2000, qui aujourd'hui ne sont plus dans le paysage hôtelier du Sénégal. Pour une raison très simple, la concurrence, ce n'est plus l'offre locale, ça devient l'offre internationale. Voilà. Et souvent, j'aime bien dire qu'il n'y a plus de citoyens locaux. Tous les citoyens sont devenus des citoyens du monde, grâce notamment aux moyens connectés. Qu'on regarde la télé, le câble, qu'on regarde l'Internet, tous les jours, on est au courant de ce qui se passe à l'étranger. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a un phénomène de mimétisme de ce qui se passe à l'étranger. Regardez bien les offres qu'on vous fait sur Facebook ou ailleurs. De plus en plus, on vous offre en fait des produits ou des services qui n'existaient pas chez nous, mais existent dans le monde. On vous les offre pourquoi? Parce que vous les voyez à la télé, vous les voyez sur certaines applications, vous les voyez dans les films, etc. Vous les voyez sur Facebook parce qu'il y a des gens qui publient leurs choses, etc. Et vous avez envie d'en avoir. Qu'est-ce qui va se passer? Le concurrent au niveau local est obligé de vous offrir des prestations similaires ou identiques pour pouvoir lui aussi survivre et garder sa clientèle ou lui apporter des services à valeur ajoutée. Voilà. L'autre aspect, notamment sur cette internationalisation de l'économie, c'est l'orientation client. De plus en plus, les clients ont besoin d'avoir non pas un traitement individualisé seulement, mais un traitement personnalisé. J'avais donné l'exemple de ce magasin-là où les clients se plaignaient du manque de qualité du service. Après vérification, l'entreprise s'est rendue compte que l'ensemble des procédures d'accueil du client étaient respectées.
Mais quand les entretiens en profondeur ont été faits avec les clients ont révélé qu'ils ne veulent pas seulement qu'on leur dise bonjour monsieur. Ils veulent qu'on leur dise bonjour monsieur Diop, bonjour monsieur Ndiaye, comment allez-vous, et les enfants, etc. Ils veulent non pas seulement de l'individualisation, mais aussi de la personnalisation. Et ça, c'est très important. Et c'est en phase aussi avec le développement depuis la fin des années 90 d'un besoin très important, et ça a été identifié par un institut d'études américain, notamment sur les comportements des consommateurs, qui disait qu'il y a un développement important dans le monde de ce qu'on appelle un besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance est un besoin qui se développe, c'est pas seulement au Sénégal. Ce qu'on appelle les égos, là, les gens ont un égo important, ils veulent se montrer, se faire voir, etc. Cette tendance est une tendance internationale. De plus en plus, les gens éprouvent un besoin d'attention, un besoin d'affection, un besoin de mise en valeur. Et ça, c'est très important. Et la meilleure manière de le faire pour nous, c'est notamment de développer une offre de service autour du produit ou du service principal. Voilà, bien. Alors, l'autre aspect qu'il faut bien comprendre, c'est que les clients ont toujours été demandeurs d'un plus. Avant, c'était les services après-vente. Vous me vendez une voiture, mettez la garantie, réparez-moi, etc., etc. Avant, c'était vraiment comme ça que ça se faisait. Voilà, bien. Mais on s'est rendu compte depuis le milieu des années 90 que cette demande-là, cette demande d'attention, d'accompagnement, d'appui, d'attention, n'était pas seulement un phénomène de mode, mais c'était une tendance ancrée profondément dans les attentes des consommateurs. Et il y a un spécialiste qui s'appelle Van der Merwe qui en 1994 avait édité un bouquin, pour montrer qu'il y a 5 indices qui confirment que les tendances d'accroissement des attentes de la clientèle sont des tendances qui vont être vraiment très fortes dans le futur. Voilà. Et il va sortir 5 indices. Le premier indice, c'est que les clients veulent plus de valeur, et cette valeur est liée à l'utilisation et à la performance des systèmes. Ça, les clients ne veulent plus seulement acheter un produit ou un service. Voilà. Si vous l'avez remarqué aujourd'hui, si vous regardez Facebook par exemple, pour tout ce qui vend des produits ou des services, regardez un peu je m'amuse souvent à regarder les questions que posent les clients pour tous les sites commerciaux. Voilà. Et tu te rends compte que les clients posent énormément de questions. Et pourtant, on présente le produit, on sort les caractéristiques, mais derrière, ils vont poser des questions. Est-ce que je peux faire ci avec? Est-ce que je peux faire ça avec? Est-ce que je peux avoir tel avantage? Ils posent énormément de questions. Parce que pour eux, l'idée, c'est pas seulement d'avoir un téléphone, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce téléphone-là? Qu'est-ce que je peux gagner avec? Voilà. Donc, de plus en plus, les gens veulent avoir notamment plus de valeur. Et cette augmentation de la valeur sera gagnée par le fait que l'entreprise, non seulement dans ses produits, va développer des options qui permettent aux clients d'avoir plus de possibilités d'utilisation. Vous l'avez remarqué maintenant, que ce soit dans les applications, que ce soit dans le matériel technologique, dans la plupart des choses qu'on offre. Maintenant, plus vous offrez d'options aux clients, plus notamment le client sera intéressé. Ça, c'est un aspect très important. Donc, il ne faut jamais offrir un produit avec vraiment tout fait en disant il n'y a qu'un seul modèle, comme le faisait Ford avant, les modèles en T. Voilà. Donc, aujourd'hui, la logique, c'est de dire j'offre un produit et j'offre une multitude d'options pour permettre au client de pouvoir notamment utiliser le produit dans sa performance la plus importante et pour son propre bonheur. Voilà. L'autre aspect, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est donner le maximum d'informations aux clients. Voilà. Pour la petite anecdote, quand Microsoft, à la fin des années 90, s'était rendu compte que ses ventes de produits ne décollaient pas comme il voulait, notamment les systèmes d'exploitation ou les éléments d'application des systèmes d'exploitation, parce qu'avant, Windows était dans des Windows 10, etc., et tout, enfin Windows 98, 95, tout ça, etc. Quand ils ont lancé le 95, ça a marché. Quand ils ont lancé le 98, ça n'a pas beaucoup marché. Et ils se sont posé la question de savoir pourquoi ça ne marche pas autant qu'on le veut, et pourtant nous mettons énormément de choses dans nos systèmes d'application, nous mettons énormément d'innovation. Pourquoi ça ne marche pas? Et Microsoft du moins a eu l'idée d'inviter 600 000 clients, vraiment 600 000 de ces clients dans le monde, et ils les ont mis dans des entretiens avec les experts de Microsoft pour comprendre quelle était l'utilisation que les utilisateurs, ou en tout cas ceux qui utilisent Internet, les consommateurs, quelle était l'utilisation qu'ils faisaient notamment des principaux logiciels du système d'exploitation de Windows, aussi bien que ce soit Word, Excel, etc. Voilà. Et l'analyse avait montré que les clients, en fait, la plupart déjà n'étaient pas homogènes, c'est-à-dire
Il y avait des particuliers pour eux, il y avait des gens qui l'utilisaient dans le cadre de leur travail parce qu'ils sont architectes, etc. Ou bien parce qu'ils sont dessinateurs ou parce qu'ils sont des économistes. Il y avait aussi une utilisation professionnelle et que même l'utilisation professionnelle dépendait aussi de l'activité et de la taille de l'activité, qu'on soit une grande entreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise. Encore que même là aussi, ça dépendait du secteur d'activité, que ce soit dans l'agriculture, dans la technologie, etc., etc. Et Microsoft s'était dit, je viens de comprendre que quand j'offre un produit pour tout le monde, ben, j'arrive pas à satisfaire tout le monde. Et que la meilleure manière de pouvoir développer l'offre de Microsoft, c'est de comprendre que chacun a sa propre expérience de Microsoft. Parce que l'étude avait montré que beaucoup de clients n'utilisaient pas une bonne partie des fonctionnalités des logiciels. Voilà. C'est-à-dire quand il y avait un nouveau Word qui venait, les gens continuaient à utiliser Word par rapport à leurs propres connaissances et ne faisaient pas plus. Voilà. Donc Microsoft avait commencé déjà à mettre en œuvre ce qu'on appelle son compagnon Office. Pour les vieux, vous connaissez ça, les compagnons Office, qui faisait qu'à chaque fois que vous faites une erreur du moins de traitement, il y a un compagnon qui sort qui vous dit qu'est-ce que vous voulez faire. Ça permettait d'optimiser en fait l'utilisation des services et des produits de Microsoft. Voilà. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au tournant 2000, Microsoft va dire on va arrêter cette approche-là de vente de package de temps en temps. On va essayer d'entrer dans une relation durable avec les clients parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Et c'est là que Microsoft a lancé ce qu'on appelle les XP. XP, ça veut dire Experience. Voilà. Et que chacun fasse sa propre expérience. Et c'est là que Microsoft a mis en ligne son site pour dire maintenant on vous traite directement, on vous donne une offre de base et vous pouvez ajuster l'offre de base selon vos besoins. Et depuis lors, notamment, ça marche jusqu'à aujourd'hui Windows 10 et de plus en plus, chacun utilise Microsoft selon notamment sa propre utilisation. Et Microsoft a mis en place un support non seulement intégré dans le logiciel qui vous permet d'avoir des solutions directement en sens offline, et il y a aussi quand vous n'avez pas de possibilité d'avoir des supports notamment online. Voilà. Donc voilà un exemple de réponse à cette volonté des clients d'avoir plus de valeur, notamment dans l'utilisation et dans la performance des systèmes achetés. Voilà. Un deuxième aspect qui est très important aussi, c'est que les clients veulent des solutions et non plus des produits ou des services. Je l'avais dit en parlant d'orientation client, et c'était ça aussi l'idée de l'orientation client. Hein. Je crois que c'est Theodore Levitt qui avait été le premier à le dire, en disant que les clients n'achètent pas des produits ou des services, mais ils achètent des solutions à leurs propres problèmes. Et c'est ça l'idée. Quand un client vient acheter, vous dit je veux un ordinateur, il ne faut pas seulement lui dire quel modèle voulez-vous, on vous le donne, point. Réfléchissons sur c'est quoi son problème. Voilà. Parce que quand je vais acheter un ordinateur, beaucoup de choses vont entrer en jeu. La taille de l'ordinateur, est-ce que ça va être un 12 pouces, un 13 pouces, un 14 pouces, un 15 pouces, un 17 pouces? Tout dépendra de mes besoins. Quelle sera notamment la mémoire morte, c'est-à-dire la ROM, du moins la RAM? Quelle va être la mémoire, la ROM du moins, et quelle va être la mémoire vivante, ce qu'on appelle la ROM, voilà. Quelle va être l'ergonomie, etc., etc. Tous ces éléments doivent entrer en jeu. Parce que quand quelqu'un achète un ordinateur, il n'achète pas seulement un ordinateur. Il achète un outil qui lui permet de collecter, traiter et diffuser ces informations à sa cible. Donc, si vous ne connaissez pas les informations liées à cette personne qui achète, quels sont les types d'informations qu'il veut collecter, quels sont les types de traitements qu'il veut faire, quels sont les types de diffusion qu'il veut faire, à quel type de cible s'adresse-t-il. Quand vous ne connaissez pas ces 4 éléments-là, ça va être difficile de lui apporter notamment une bonne solution. D'où la nécessité de développer ce qu'on appelle des services avant la vente, hein, comme le faisait notamment CCBME avant, je ne sais pas s'il continue à le faire, avant la vente. C'est important de prendre le temps d'écouter les clients, de discuter avec lui, de diagnostiquer son problème et de travailler à lui proposer une solution adaptée en amont. Pourquoi c'est un service? Parce que c'est un investissement que vous faites. Vous mettez quelqu'un là-bas qui va occuper un bureau ou un espace et qui prendra tout le temps pour conseiller et orienter le client dans l'intérêt du client, pas seulement dans l'intérêt de l'entreprise. Parce que si le client n'est pas convaincu que notamment les propositions que vous lui faites sont dans son intérêt, ben, la seule chose qu'il va faire, c'est de vous dire je repasserai un autre jour, il va s'en aller. Voilà, bien. Le troisième point, donc n'oubliez pas, approche solution. À chaque fois que vous vendez des produits ou des services et que le client entre en relation avec vous, travaillez en amont sur le diagnostic pour bien comprendre qu'est-ce que le client veut. Ça vous permet après de lui apporter la bonne solution. Voilà. Et ce que je veux dire, on reviendra, il y a un autre point qui est lié là-dessus, c'est que quelquefois vous n'avez pas l'ensemble des éléments que le client veut dans une solution globale. Mais on le verra tout à l'heure, il ne faut pas le laisser partir, il faut chercher justement à lui faire ce qu'on appelle une offre globale. Voilà, bien. Le troisième point, c'est que les clients veulent bénéficier du savoir-faire de leurs fournisseurs, pas uniquement des produits et services. C'est une tendance lourde. De plus en plus, les clients disent
vous me vendez un produit, c'est bien, mais nous, on veut connaître le produit. On veut pouvoir le réparer, on veut pouvoir l'utiliser, on veut pouvoir l'optimiser. Voilà. Et beaucoup d'entreprises, quelquefois, se disent, si je donne mes secrets ou la manière dont je travaille au client, ben, le client va me faire la concurrence, il va donner à mes concurrents. N'ayez pas peur. Le concurrent, aujourd'hui, n'ayez pas peur pour lui par rapport à vos produits. À moins qu'il y ait des secrets extraordinaires, le client, s'il fait de la rétro-ingénierie, il peut vraiment savoir ce qu'il y a dans votre produit et vous copier comme il veut. Aujourd'hui, les gens se battent plutôt sur les brevets pour éviter notamment d'être copiés sauvagement par la concurrence. Voilà. Par contre, maintenant, un client qui n'en sait pas très bien sur votre produit, ce qui va se passer, c'est qu'il va l'abandonner ou bien il va le déconseiller parce qu'il trouve que le produit est compliqué. Voilà. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que font les entreprises? Pendant longtemps, les entreprises se disent, on fait ce qu'on appelle des modes d'emploi. Des modes d'emploi. On prend des modes d'emploi qu'on met, etc. Les modes d'emploi, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des documents, quelquefois 10, 20, 30 pages en anglais, français, tout ça qu'on met dans les produits pour donner aux clients, etc. Mais de vous à moi, qui a le temps quelquefois de lire ces modes d'emploi? Quelquefois, c'est compliqué. Vous n'avez pas vraiment le temps de lire ces modes d'emploi. Voilà. Même si, par exemple, quelqu'un comme HP, hein, quand vous lisez Le Prix de l'excellence, cet excellent bouquin, je crois que j'ai montré en post récemment, par exemple, HP avait commencé déjà, lui, dans les années 80, à dire à ses ingénieurs, puisque vous faites la conception des produits, nous voudrions qu'au moment du lancement, vous alliez vous-même être des vendeurs. Ça vous permettra de voir qu'est-ce que les clients pensent notamment de ce que nous faisons. Et c'est comme ça que HP avait vraiment essayé d'améliorer la documentation sur les produits pour les rendre plus accessibles et plus compréhensibles. Être moins dans le texte, plus dans les images, etc. Voilà. Mais à l'ère de l'Internet, très sérieusement, aujourd'hui, on a tous les atouts pour pouvoir donner du savoir aux clients. Voilà, les meilleures entreprises, c'est les entreprises qui libèrent le savoir pour le client, qui informent le client. Pourquoi? Parce que si vous vendez un produit, par exemple, qui a des impacts sur le climat, beaucoup de clients aujourd'hui sont sensibles à ça, à l'écologie, aux aspects de biodégradabilité, à la protection de l'environnement, aux effets de serre, etc. C'est important d'informer les clients, pas seulement de mettre un truc du genre, je ne sais pas moi, eco-friendly, etc. Non, environment-friendly, tout ça. C'est bien ces labels-là. Mais c'est important d'expliquer aux clients en quoi est-ce que ça protège l'environnement, etc. D'accord? L'utilisation du produit, même chose. Quelquefois, les documents que vous mettez, la lecture peut être longue. Quelquefois, les mots sont tellement petits que ce n'est pas lisible. Mais mettez un lien Internet. Développer notamment une bonne approche sur notamment les réseaux. En tout cas, Google semble être très bon pour ça, notamment YouTube. Et vous mettez des vidéos pour dire voilà comment est-ce qu'on monte, voilà est-ce qu'on démonte, voilà est-ce qu'on utilise, voilà est-ce qu'on peut optimiser, etc. Beaucoup d'entreprises le font aujourd'hui. Et ces services à valeur ajoutée là permettent aux clients non seulement de ne pas vous fatiguer pour vous appeler, comment faire, etc. et tout, mais ça permet aux clients non seulement de mieux utiliser leurs produits, mais ça leur permet eux-mêmes de faire ce qu'on appelle de la maintenance préventive, ce qui va désengorger notamment pour les services de maintenance, pour la maintenance notamment de réparation. Voilà. Bien. Alors, donc l'autre point, toujours, enfin, avant de partir sur ce besoin des clients d'avoir plus de savoir, je vais donner un exemple que j'avais déjà donné, mais je vais quand même le redonner. C'est un Français qui était parti avec son épouse, notamment au Japon, et ils ont ouvert un restaurant français au Japon. Voilà. Le restaurant marchait très bien. Voilà. Et à un certain moment, l'épouse a demandé au mari, notamment, mais est-ce qu'on ne peut pas ouvrir une école de formation sur la cuisine française? Et le mari a dit, bah, écoute, si on le fait, on risque de perdre nos clients. Ils ont dit, non, mais justement, on a une demande importante, les gens veulent connaître la cuisine, etc. Et ils se sont dit, on va se lancer. Et ils sont lancés, ils ont ouvert une école, sur le site du restaurant, ils ont ouvert une école pour former sur la cuisine française. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus pour apprendre comment faire la cuisine française. Mais vous savez quelle a été la conséquence? Ça a accru de manière exponentielle leur propre clientèle. Pour une raison très simple. Les gens qui viennent apprendre à cuisiner français vont plus apprécier la cuisine française, vont plus en parler, notamment dans leur environnement. Et comme ils sont des apprentis, ils ne sont pas forcément dans l'expertise, les gens auxquels ils en parlent, ben, eux, ils ont envie justement de venir déguster. Donc, ils viennent dans le restaurant. Autre chose, ceux qui ont appris à faire la cuisine française, de temps en temps, ils se disent, je veux découvrir de nouveautés. Comment le faire? Ben, je vais aller dans le restaurant français. C'est comme ça qu'ils ont pu optimiser non seulement leur école, mais ils ont en même temps aussi optimisé le restaurant. Et ce qui a permis cela, c'est parce que les Japonais découvraient encore mieux, encore plus les secrets de la culture de la cuisine française, et ça les a amenés à mieux acheter le produit. Voilà. Quand vous prenez les vendeurs de produits notamment comme par exemple Castorama, comme Ikea, etc. Notamment, ces grands magasins spécialisés dans les produits de bricolage par exemple,
ils avaient compris que la meilleure manière d'attirer les clients, c'est de travailler sur leur capacitation, c'est-à-dire sur la formation des clients. Voilà. Et donc, ils ont ouvert des ateliers quasiment gratuits pour permettre aux clients de venir apprendre, par exemple, comment faire le jardinage. Ce qui va permettre que quand un client vient, il apprend comment jardiner, il apprend aussi quel est le matériel le plus adéquat pour faire du jardinage. Résultat, la formation l'amène à plus acheter de produits, à plus faire du jardinage. Voilà. C'est comme par exemple comment réparer vos meubles. On leur donne des formations gratuites. Ça permet aux clients de se dire, ok, ben, je ne savais pas que pour réparer tel produit, il faut tel et tel et tel. Ça leur permet d'acheter plus. Donc les clients, plus il en sait, mieux il est satisfait, mais aussi plus il va acheter. Voilà. Bien. Quatrième tendance, notamment donnée par Vandermeer, les clients veulent des offres globales et intégrées. Ils ne veulent pas s'adresser à plusieurs prestataires différents. Le principe moderne du marketing des services, c'est le principe de la globalisation des services du point de vue du client. Le client veut un service global. Il ne veut pas faire beaucoup d'efforts. Je veux dire, le client voudrait que quand, par exemple, je vais dans une école de formation pour me former parce que je suis étranger, par exemple, je suis un étranger, je viens au Sénégal pour me former, ben, je ne voudrais pas pouvoir moi-même aller chercher une chambre, aller chercher où me restaurer, aller chercher où m'épanouir, aller chercher où acheter un billet d'avion, etc. L'étudiant voudra qu'à travers son école, il puisse disposer de l'ensemble de ses services. Que l'école lui cherche un logement, que l'école lui cherche un stage, que l'école ait des relations avec les restaurants pour qu'il puisse aller manger, quelquefois avec des discothèques, s'il le faut, pour qu'il aille danser, avec des compagnies aériennes pour qu'au moins il voudra aller en vacances, etc., etc. Il voudra qu'il y ait un seul interlocuteur pour l'ensemble de ces services. C'est ce qu'on appelle une approche globale et intégrée. Voilà, bien. Donc, cette approche-là est une approche gagnante. Toutes les entreprises qui l'utilisent gagnent, si elles respectent bien sûr aussi les règles d'une offre globale. Je vais vous donner un exemple là aussi, c'est l'exemple de Total, qui avait notamment développé ce concept de service global dans les produits de stations d'essence. Total avait fait une enquête en France pour comprendre notamment les comportements d'achat de la clientèle et les leviers de la fidélité de la clientèle. Et l'étude avait montré que les clients ne sont pas fidèles aux stations d'essence. Et on leur a demandé pourquoi. Ils disent, bah, parce que justement, quand je viens parce que j'ai besoin d'essence, on me le vend et je m'en vais. Donc moi, j'achète de l'essence que quand je vois que mon aiguille est tombée c'est devenu rouge, il faudrait que j'achète. Bon, je m'arrête à n'importe quelle station, mais je ne suis pas fidèle particulièrement à une station d'essence. Voilà. Et Total avait demandé notamment aux experts, enfin au cabinet d'experts marketing, de leur faire une proposition pour justement pouvoir retenir les clients, pouvoir les fidéliser par rapport à leur enseigne. Et ces gens sont allés voir qu'est-ce que les clients peuvent attendre d'une station-service. Et ils ont découvert que justement les clients veulent un service global. Ils ne veulent pas seulement de l'essence, ils veulent de l'entretien, ils veulent que s'ils ont des problèmes de pneus, qu'on puisse leur changer ou réparer leurs pneus, ils veulent qu'on leur lave leur voiture, ils veulent que pendant que le temps qu'on s'occupe de leur voiture, ils puissent continuer à travailler, avoir accès en bureau, à l'internet, etc., pouvoir tirer leurs documents. Ils veulent aussi que si ça tire en longueur, qu'ils puissent avoir un restaurant sur place pour manger. Ils veulent que s'ils arrivent le soir et qu'ils risquent peut-être d'arriver trop tard à la maison quand les magasins seront fermés, qu'ils aient par exemple un supermarché pour pouvoir notamment faire leurs courses avant de rentrer à la maison. Ils voudraient aussi avoir un point argent pour pouvoir récupérer du cash, etc. Et Total s'est dit, ok, tout cela est possible. Et les experts marketing leur ont développé une stratégie qu'ils ont appelée, eux, dans leur jargon, la stratégie de l'enfer. En disant que il y a deux choses. Les stations comme Total qui vont développer un paquet de services autour notamment de la fourniture de lubrifiants pour les automobilistes, ils vont avoir ce qu'on appelle un paradis. D'accord? Donc une sorte de jardin d'Éden. Les clients qui ne le feront, les entreprises qui ne le feront pas vont pouvoir être considérées par les clients comme l'enfer. C'est pourquoi ils l'ont appelé la méthode de l'enfer. C'est-à-dire chez nous c'est le paradis, chez vous c'est l'enfer. Voilà. Bien. Maintenant vous me direz que Total n'a pas développé, en tout cas rapidement, cette stratégie au Sénégal. C'est pourquoi, quand d'anciens cadres de Total Sénégal ont démissionné pour monter une boîte qui s'appelle, notamment une compagnie pétrolière qui s'appelle Elton Oil Sénégal, Elton Oil Company, leur premier réflexe à dire, on va mettre en œuvre au Sénégal la stratégie de Total. Et si vous l'avez remarqué, toute la stratégie de Total déteint sur ce que fait Elton. Déjà, la signature publicitaire, c'est quoi? C'est une nouvelle vision du service. Pourquoi? Parce que Elton va travailler notamment sur cette stratégie du paradis. Hein, si vous l'avez remarqué,
dans les stations, ils les appellent Oasis Elton. Donc, ils parlent, c'est une référence un peu à ce qui n'est pas l'enfer, d'accord? Donc, le paradis, l'Oasis, d'accord? Ensuite, ils font référence aussi pour leur boutique, vous l'avez remarqué, à Eden's Boutique, notamment la boutique du paradis. Voilà. Tout réfère à ça. Et quand vous avez remarqué leur première station qu'ils avaient mise en œuvre, notamment à Mermoz, vous avez remarqué que ça marchait énormément. Pourquoi? Parce que justement, c'était une offre globale où il y avait la station, il y avait l'espace auto, il y avait la mécanique, il y avait les pièces détachées, il y avait l'audit auto, il y avait le resto, il y avait l'internet, les bureaux, je sais pas moi, l'impression de produits, il y avait la restauration, il y avait le point argent, il y avait tout. Et les gens se disaient, c'est un coin de paradis. J'amène ma voiture, on s'occupe de ma voiture et moi, ça me permet de régler autre chose. Je fais tout sur notamment un même site. Voilà, bien. Et bien sûr, ça a tellement bien marché que Elton s'est développé, mais aussi d'autres sont venus faire un peu mieux aussi. Hein. Vous avez vu avec notamment Aiden, je crois, qui lui a été très prudent sur le service parce que, par exemple, ils ont compris que pour faire une offre globale, il y a des choses que nous maîtrisons et il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Notamment concernant l'espace auto, je crois que Aiden s'est associé à une entreprise spécialisée qui, lui, s'occupe uniquement notamment de l'espace auto. Voilà. Alors, maintenant, ce que je veux dire de ce côté-là, enfin, il y a aussi aujourd'hui nos grands comme EDK qui lui fait des pizzerias, enfin, tout ce qu'il faut, des boulangeries, vraiment. Aujourd'hui, en tout cas, l'offre de service autour des stations d'essence devient de plus en plus globale. Mais le risque dans ce domaine-là, c'est d'aller offrir aux clients des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne sait pas bien faire. C'est très, très, très important. Donc, la globalisation du service nécessite en amont de bonnes stratégies d'outsourcing. C'est très important d'avoir d'autres partenaires qui vont sous-traiter le job et le faire selon les normes de qualité que vous avez définies. Voilà. Ça veut dire que si moi j'ai une station d'essence, je veux mettre un restaurant dedans, faire restaurant, c'est pas mon boulot. Mais je peux maintenant aller voir une chaîne de restaurants et leur dire, OK, je voudrais que vous fassiez le job à ma façon, comme je le veux, pour mes clients. C'est ce qu'a fait par exemple Libya Oil avec Oh Good Food. Oh Good Food, quand vous allez dans toutes les stations Libya Oil, vous allez trouver Oh Good Food qui notamment traite tout ce qui est restauration. Le plus important, c'est que les clients puissent manger. Voilà. Mais Libya Oil va dire, nous, notre cœur de métier, c'est le pétrole. La restauration, on ne connaît pas, donc on va outsourcer. Voilà. Et on peut le faire pour l'ensemble des autres. L'important maintenant, c'est en amont de faire des très bons contrats, d'avoir des bons cahiers des charges, d'avoir un très très bon système de suivi pour que la qualité soit au rendez-vous et que les clients soient notamment satisfaits de manière continue. Ça, c'est vraiment le point sur l'approche d'offre globale et intégrée aux clients. Donc, dans l'offre globale, ce qu'on sait faire, on le fait. Ce qu'on ne sait pas faire, on fait un partenariat en amont et on présente une plateforme pour que le client ait tout ce qu'il veut. Voilà, bien. Hein. Vous avez vu que même dans le service client, pour les opérateurs mobiles, par exemple, quand vous prenez Orange, Tigo, tout ça, ils sont chez PCI. C'est PCI qui fait leur service client. Parce qu'eux, ils se disent que ce n'est pas notre cœur de métier et c'est quelque chose sur lequel on n'est pas aussi bon que PCI. Donc, on va donner à PCI qui va faire le job, etc. C'est comme Canal, etc. Bon. Alors, le cinquième point de tendance notamment irréversible, en tout cas de tendance continue, qui est en train de faire émerger notamment les services à la clientèle et constituer une valeur ajoutée pour les clients et pour les entreprises, c'est que les clients veulent de plus en plus être traités de manière individualisée et personnalisée. C'est très important. Donc comme je l'ai dit, les clients ils veulent être traités de manière individualisée. Ça, ils ne veulent plus être monsieur. Moi, je veux que quand je pars quelque part, qu'on me dise bonjour, monsieur Khan. Quand on me dit Monsieur Khan, ça devient individualisé parce que c'est adressé à quelqu'un. Mais quand on dit pardon monsieur, c'est quel monsieur? On ne sait pas. Donc, connaître l'état civil du client, sa signalétique, c'est déjà un élément de base très important pour pouvoir individualiser. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, avec la technologie, c'est vraiment un minimum de pouvoir personnaliser la relation avec le client, quel que soit le client. Aujourd'hui, sur l'ensemble de ces clients, on peut faire de la reconnaissance faciale, on a leur dossier et à chaque fois que le client apparaît, même si le prestataire ne l'a jamais vu, il peut déjà notamment l'accueillir par son, du moins l'accueillir par son nom. Le deuxième aspect très important, c'est l'aspect personnalisation. C'est très important d'adapter chaque individu selon ses propres caractéristiques personnelles. Voilà, bien. Quand je viens par exemple dans un magasin de vêtements, où par exemple il y a de la soie, de la broderie, tout ça, etc. Moi je dis, bon par exemple moi en tant comme je ne porte pas de soie, je déteste la soie, je viens une fois, je le fais savoir notamment au magasin que vraiment les soies ça ne m'intéresse pas, ne m'en parlez plus.
Quand je reviens un autre jour et qu'un vendeur me dise bonjour monsieur, comment allez-vous, ça va, monsieur Kane, ça va, voilà. Alors on a la soie là-bas, on a la broderie, etc. Ça va me gêner. Parce que ce vendeur n'a pas pris le soin de comprendre que moi je n'aime pas ça et que je l'ai déjà dit. Je ne veux pas qu'on revienne là-dessus. Voilà. C'est comme quand vous allez dans un restaurant, on fait un repas, vous dites bah, pardon, ne mettez pas de piment, j'aime pas le piment, et qu'une prochaine fois on vous mette du piment. Ou bien on vous demande si on peut vous mettre du piment, ça pose un problème. Voilà. Donc il faut s'adapter, il faut donc apprendre du client et s'adapter le plus au client. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, notamment organisationnel. C'est un aspect très, très important dans les stratégies de fidélisation de la clientèle. Voilà, bien. Donc, pour notamment synthétiser, Vandermeer va nous montrer que la demande de la clientèle va être une demande de plus en plus importante. Les clients vont être de plus en plus exigeants. Et cette exigence va être vue à partir de 5 tendances très importantes. La première tendance, c'est que les clients ne veulent pas seulement des produits ou des services. Ils veulent de la valeur. Ils veulent avoir plus de fonctionnalités. Ils veulent avoir notamment plus d'options dans les produits et les services qu'on leur vend. Deuxième élément, les clients ne veulent pas seulement acheter des produits ou des services. Ils veulent des solutions. Ils veulent que quand un fabricant propose un produit, qu'il pense non pas seulement au produit principal, mais à ce qu'on appelle le marché, notamment le marché support, c'est-à-dire l'ensemble des accessoires nécessaires pour que le produit puisse être utilisé. Quand vous vendez un service comme par exemple l'hôtellerie, ne vous arrêtez pas seulement par exemple à louer des salles de séminaire, parce que le client peut par exemple dire, nous on fait un séminaire résidentiel, on reste chez vous, etc. Donc le client peut se dire, au lieu de venir louer ici une salle pour faire mon séminaire et aller là-bas pour dormir, on veut que tout soit fait. Donc les clients veulent de plus en plus notamment des solutions et pas seulement des produits ou des services. Troisième élément, les clients veulent être informés. Donnez le plus d'informations aux clients, créez des blogs. Travailler sur votre community management, c'est faire sur Facebook ou autre, etc. Vous avez le temps d'écouter les clients, de leur parler, de leur expliquer, etc. De mettre à jour les informations, de mettre des blogs pour mieux le faire, pour mieux informer les clients, d'avoir éventuellement même des trimestriels ou des mensuels online que vous envoyez aux clients. Ayez notamment aussi des pages Facebook, YouTube pour pouvoir faire des démonstrations, ce qui va faciliter aux clients l'utilisation des produits et services. Voilà, bien. Quatrième élément, les clients veulent des offres. Quatrième tendance du moins, les clients veulent des offres globales et intégrées. Le client veut tout avoir à partir d'un seul et même prestataire. Et là, ça nécessitera que vous puissiez lui offrir déjà ce que vous voulez, mais ce qu'il veut d'autre et que vous ne pouvez pas faire, vous cherchez des partenariats en amont pour pouvoir lui offrir tout à partir d'un même site. Voilà. Cinquième élément, les clients ne veulent pas seulement qu'on leur dise bonjour monsieur, ils veulent qu'on leur dise bonjour monsieur X, donc déjà, ou bonjour madame X, là, déjà l'individualisation, mais en plus ils veulent que leur expérience soit capitalisée par l'entreprise pour que de plus en plus l'entreprise leur fasse une approche et une offre très adaptée à leur personne. C'est ce qu'on appelle notamment la personnalisation. Voilà, bien. Alors, on a beaucoup parlé, je ne sais pas si le temps s'écoule, c'est vrai qu'on est à 10 minutes de la fin de notre échange, voilà. Je voulais vraiment parler des avantages concernant ce que le client peut gagner pour le service à la clientèle. Je ne sais pas s'il y a des questions, excusez-moi. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Si vous me le permettez, là, Bomba, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient derrière. Je vais juste énumérer très rapidement les gains que le client attend du service à valeur ajoutée et le gain que l'entreprise peut avoir en mettant en œuvre des services à valeur ajoutée ou des services clients à la clientèle. Voilà. Donc, quand on regroupe les études qui ont été menées par certains spécialistes notamment, on peut retenir que les services complémentaires ou les services à valeur ajoutée peuvent apporter au moins 6 avantages aux clients. Les clients peuvent avoir 6 avantages dans les services que vous leur offrez. Et c'est une attente pour eux. D'accord? Le premier avantage, c'est la diminution des coûts. La diminution des coûts. C'est-à-dire quand le client veut acheter et qu'il a des sites, par exemple, vous voyez Leclerc, par exemple, en France, qui a des sites de comparateurs, etc. Mais en dehors de Leclerc, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans les sites de comparateurs, etc. Mais dans les fabricants eux-mêmes ou les distributeurs ont leur propre site de comparateurs. Ça permet au client de gagner du temps pour rechercher l'information et faire son meilleur choix. Voilà. Quand vous offrez notamment des services à valeur ajoutée, comme par exemple la garantie, notamment la réparation du produit, la disponibilité des pièces détachées, etc. Vous faites gagner du temps au client. Quand vous offrez aussi plusieurs options, option 1, option 2, option 3, etc., vous permettez au client de faire le meilleur choix. Donc, premier élément, ça lui permet de diminuer les coûts d'achat, donc d'optimiser son achat. Deuxième élément, ça lui permet de gagner du temps, les services. Okay? C'est pourquoi il est nécessaire pour toute entreprise d'être sur l'Internet. Parce que sur l'Internet, ben, vous y êtes
7 jours sur 7, 24 heures sur 20 sur 24. C'est ça l'avantage. Le client gagne du temps. Donc, s'il veut une information, il peut l'avoir tout de suite. S'il veut faire une demande, il peut le faire tout de suite, etc. Vous avez vu aujourd'hui avec les compagnies aériennes, maintenant, les agents ne voient presque personne. Les gens achètent leurs billets en ligne, on leur envoie en ligne, ils font eux-mêmes l'impression, ils vont faire leur voyage sans jamais voir. Moi, il y a des compagnies qui m'ont vendu beaucoup de billets, et je ne veux pas faire de publicité. Je ne suis jamais allé dans ces compagnies, je n'ai jamais vu ces gens, on s'est peut-être parlé au téléphone, mais pas plus que ça. Voilà. Et c'est pas seulement ça, c'est dans beaucoup de domaines où vous ne voyez jamais les gens qui vous vendent les produits. Tout se passe sur l'Internet, donc il y a un gain de temps énorme. Voilà. Quand vous prenez les services à valeur ajoutée, je reviendrai la prochaine fois sur l'approche de Horowitz, sur ce qu'il appelle les services à valeur ajoutée et ce qu'il appelle les services zéro souci. J'y reviendrai la prochaine fois. Voilà. Mais ici, ce que je veux juste dire, c'est que quand, par exemple, un fabricant de voiture vous dit, OK, je vous mets sous garantie. C'est-à-dire, quand le produit est défectueux, ben, je le prends pour le remplacer. Et qu'il vous dise en plus, non seulement je le prends pour le réparer, mais je vais vous donner une voiture aussi qui vous permettra de faire vos courses en attendant une voiture du même modèle. C'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais c'est génial. Ça vous fait un gain de temps énorme parce que vous n'allez pas être là à louer une voiture, chercher une autre voiture. Vous aurez un même modèle que le fabricant va vous donner, que vous allez utiliser en attendant d'avoir votre voiture. Donc réellement, ça ne change même pas, vous ne sentez même pas qu'il y a un changement. Donc ça aussi, ces services à valeur ajoutée permettent de faire un gain de temps pour la clientèle. Troisième avantage pour la clientèle, c'est l'apport de connaissances et d'informations. Je l'ai dit, plus le client en sait, mieux il utilise votre produit ou service, mieux il est satisfait. Et n'hésitez jamais à permettre au client de faire du self-service. C'est-à-dire que sur certaines activités, quand vous vous rendez compte que le client se plaint beaucoup et qu'il est vraiment lui-même compétent dans ce domaine, ben faites-lui du self-service. Il va se servir tout seul. Voilà. Vous avez remarqué dans les hôtels, que notamment avant, pendant longtemps, les hôtels faisaient systématiquement des services à table, notamment, mais vous avez vu que depuis quelques années, les hôtels ont laissé tomber les services à table, voilà. Donc pour les repas normaux, c'est-à-dire petit déjeuner, etc., et tous les repas normaux, généralement, les hôtels vont laisser les clients eux-mêmes faire le self-service, voilà. Ça leur permet eux-mêmes de pouvoir gagner du temps, de savoir comment ça se passe, de faire leur propre choix et surtout de ne pas râler, parce qu'ils auront eux-mêmes faire leur choix. Par contre, ça ne nous empêchera pas, nous du moins, quand on aura mis le buffet, de mettre des spécialistes en cuisine qui vont notamment informer les clients que ce repas sert à 100, voilà, etc. Pour les conseiller, en fait, leur donner plus d'informations afin que le client puisse lui-même faire un meilleur choix et pouvoir être plus satisfait. Voilà. Quatrième avantage pour le client, c'est la minimisation du risque et des incertitudes. Voilà. Quand vous voulez acheter un produit, vous ne savez pas très bien, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de feedback très positif, mais vous avez envie, ben, le fait qu'on vous donne des informations, qu'il y ait un service client, vous appelez, vous écoutez quelqu'un, il vous donne des conseils. Le fait que si vous venez, on fait un service avant la vente pour vous aider à mieux faire votre choix, etc. Le fait que notamment il y ait un service téléphonique sur lequel vous pouvez appeler 24 heures sur 24, etc. Le fait que vous puissiez envoyer des mails, avoir des réponses, enfin tous ces éléments-là vous permettent de minimiser les incertitudes. C'est comme aussi les services liés à la garantie ou à la reprise du produit en cas d'insatisfaction. Tous ces services-là, qui sont des services à valeur ajoutée, ils permettent de réduire les risques et l'incertitude pour le client. Cinquième élément important, c'est l'amélioration du confort d'utilisation. Voilà. Quand un client achète un produit, vous lui donnez des services à valeur ajoutée, ça lui permet d'avoir plus de confort. Voilà. Quand par exemple, je ne sais pas, vous achetez un ordinateur et que le fabricant vous dit « Ok, moi je vous donne l'ordinateur, je vous donne une garantie sur 2 ans, je vous donne des rabais assez intéressants sur l'ensemble des autres connecteurs ou en tout cas produits support que vous voulez, etc. Nous vous faisons la livraison. Nous vous donnons une plateforme de formation. À chaque fois que vous avez un problème, nous pouvons envoyer un technicien pour vous réparer le problème, mais aussi vous montrer comment éviter ce problème, etc. Qu'est-ce qui se passe? Vous achetez un produit sans ne plus avoir de soucis. Ça veut dire que vous êtes dans un confort énorme. Voilà. Et donc, donner du confort au client, c'est lui permettre de pouvoir utiliser le produit sans se fatiguer. Et ça concerne tout. Je vous conseille, je vous le vends, je vous le livre, je vous installe, je vous le forme, je fais le suivi mensuel, annuel, trimestriel, ça dépend. J'interviens dans les 24 heures ou dans les 12 heures quand vous avez besoin de moi. Quand vous avez besoin d'un produit ou d'un service ou que vous voulez acheter un produit supplémentaire, ben vous êtes priorisé. Ce qui fait que j'utilise mon produit et mon service là où je suis sans vraiment me fatiguer parce qu'on m'offre tout le paquet de services qui me permettent d'avoir le confort. J'ai donc un service global. Donc ça aussi, c'est une attente du client. N'oubliez pas que dans son cas, il y a aussi le C de confort. Donc il y a des clients qui aiment le confort. Ça, c'est important. Sixième aspect, qui est le dernier point, qui est le dernier avantage identifié, c'est le renforcement de l'image
du statut social et du principe. C'est très important. Voilà. Quand vous regardez nos banques, qui avant étaient vraiment austères, aujourd'hui, quand même, il y a vraiment des choses très bien faites. Voilà. Je me rappelle d'une expérience, c'est pour faire la publicité là aussi. J'étais parti, ça fait quand même plus de 10 ans maintenant. J'étais allé à la SGBS, je crois, du point E, voilà. Quand je suis venu, donc, il y avait un grand patron qui m'avait fait un bon chèque, voilà. Enfin bon, c'était un chèque de paiement pour un service que je lui avais fait. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis entré, je me suis dit, en 20 parties du mois, je lui ai dit, mais monsieur, très sérieusement, dans cette banque-là, il y a souvent beaucoup de gens, qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, bah, écoute, quand tu montes sur ta droite dans l'escalier, tu montres, tu dis que tu viens de ma part, on va s'occuper de toi, tu n'as pas attendre. Je dis, ah bon, bon d'accord, je ne savais pas. Quand je suis entré, vraiment, le guichet, c'était très long, beaucoup de gens, etc. Et tout de suite, je suis allé sur l'escalier, il y avait un tapis rouge déjà. Quand je suis monté, il y avait un fauteuil, il y avait un salon. Génial, très très bien fait, voilà. Il y avait le service de café, de thé, tout ce qu'il faut, etc. Un guichet top. Et quand j'entre, je me présente, je dis que je viens de la part de monsieur X. Ah, on me dit installez-vous et tout. J'ai même pas fait l'opération de guichet. J'ai fait l'opération sur le canapé où j'étais. Vraiment, pour vous dire que réellement, bien sûr, c'est pas pour les clients comme moi, c'est pour les clients comme ce monsieur-là qui est très riche, voilà, et qui était certainement un client important. Mais l'idée, c'est que la Société Générale avait compris que pour certains clients, notamment VIP, il était important de mettre un service qui permet de s'adapter ou de rehausser leur statut social. Voilà. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, ça c'était il y a 13 ans, et aujourd'hui, il y a toutes les banques, en fait, je crois, ont une offre de ce genre-là. Voilà, et cette offre existe partout, dans les boîtes, les hôtels, les aéroports, les avions, partout. Il y a vraiment cette offre de service qui permet de renforcer l'image, le statut social, le prestige. Voilà, bien. Je voulais juste terminer en disant que il n'y a pas que les riches et les VIP qui ont besoin d'avoir une reconnaissance. Les personnes qui n'ont rien, absolument 0 francs, ils ont besoin de reconnaissance. Et j'insiste sur ça parce que dans beaucoup d'entreprises, quand quelqu'un vient, on le traite selon son accoutrement ou selon sa manière de parler. Un client, quand il vient, il a besoin d'un minimum d'attention. Il a besoin d'un minimum de respect. Il a besoin d'un minimum d'estime. Et ça, c'est un minimum pour l'ensemble des clients. Voilà. Dire bonjour, si vous connaissez le nom bonjour, installez-vous, attendez, on s'occupe de vous, vous pouvez attendre, etc. C'est très important. C'est inadmissible que dans une agence, par exemple, on traite quelqu'un parce qu'il est mal habillé, on lui dit demande-toi il fallait, ou bien va te mettre là-bas en attendant, et qu'un monsieur comme moi arrive en costard cravate, on lui dit bonjour monsieur, oui, veuillez attendre une seconde. C'est quoi ma différence avec l'autre? Zéro. On est tous les deux des clients. Il faut nous traiter de la meilleure manière. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de très important. Voilà. Donc, je récapitule rapidement. Les clients gagnent beaucoup dans le fait que vous leur offrez des services à valeur ajoutée ou des services complémentaires. Un, pour eux, ça leur permet de diminuer les coûts. C'est un argument à avancer. Le deuxième argument, c'est que ça leur permet de gagner du temps. Le troisième argument, c'est que ça leur permet de mieux connaître le produit. Notamment, le quatrième argument, ça leur permet d'avoir moins de risques et de pouvoir mieux choisir en toute connaissance de cause et en étant motivé pour ça. Cinquième élément, ça leur permet d'avoir un confort énorme d'utilisation des produits sans, vraiment c'est des produits sans souci, du moins on peut leur offrir des services qui leur permettent de n'avoir aucun souci dans l'utilisation des services, quel que soit l'état des services. Voilà. Sixième élément, ça leur permet d'être complètement rehaussé et d'être traité de manière particulière. Voilà, bien. Donc c'est vraiment ce que le temps m'a permis de développer aujourd'hui. Je reviendrai la prochaine fois sur justement quels sont les éléments stratégiques pour l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise peut gagner là-dessus. On verra aussi comment est-ce que l'offre de services à valeur ajoutée peut permettre à une entreprise de survivre quand son activité ne devient plus rentable. Quand votre activité ne devient plus rentable, comment est-ce que vous pouvez développer des services à valeur ajoutée qui vous permettent de gagner de l'argent et d'être plus rentable. On en parlera certainement la prochaine fois. Voilà. Bien. On parlera aussi éventuellement, s'il faut, on parlera un peu des stratégies de service parce qu'il faut distinguer le produit du service. Les services autour des services, c'est une chose. Les services autour du produit, c'est une chose. Les services à valeur ajoutée autour du produit, c'est une chose. Les services à valeur ajoutée auprès du service, c'est autre chose parce que les leviers ne sont pas les mêmes. Ici, c'est des produits physiques. Là-bas, c'est des produits qui sont intangibles. Fin du mois, c'est une offre qui est intangible. On en parlera de manière plus détaillée dans le temps. Je crois qu'on aura assez de mardi pour nous voir, pour nous rencontrer, pour échanger, pour partager. Voilà, bien. Donc, je crois que je viens de dépasser d'1 minute. Laissez-moi juste regarder les messages, voilà. Donc je salue bien sûr Matar qui est en ligne. Abdoulaye, je te salue. Cheikh Oumar Soudani, vraiment quelqu'un d'extraordinaire, je vous salue, mes respects. Binta Diouf, voilà, que je salue énormément aussi. Anne-Marie, ma grande sœur, délicieuse, vraiment. Elle est géniale, elle est énorme, voilà. Alors, Famra Bogande Diata, merci à vous, il n'y a pas de Marketing TV Monde, merci à vous, merci à tous les intervenants qui sont d'une qualité énorme, voilà. Ravi de vous retrouver, Monsieur Khan, vous savez que c'est un plaisir énorme, Farilay, je suis avec Matar aussi.
Papis Soprano Barry, je vous remercie énormément Papis. Mamdiara Falmang, j'espère que le live sera enregistré après. Il est toujours enregistré après, sinon je le reprends pour votre plaisir. Vous savez que nous, on enseigne le marketing, enfin on enseigne, j'enseigne plus dans les écoles, ça aussi il faut le comprendre. Je vis le marketing, c'est ma passion du matin au soir et on est là pour faire plaisir, quitte à reprendre tout le live en utilisant les mêmes mots uniquement pour votre plaisir. Ça, on est capable de le faire. Voilà. Yaïmam Diara, je te salue énormément. Voilà, Khalifa, il est énorme Khalifa avec tous ces jeunes. Neikumba, le thème est intéressant, les explications claires, ben voilà. S'il y a des questions, vous demandez. Khalifa aussi qui pense que c'est très clair et très pertinent. Je voudrais vous encourager, vous qui êtes encore dans les écoles de formation, qui êtes encore très très jeune, voilà. Donc prenez tout ce qu'il y a, prenez plus que ce qu'il y a, enseignez, formez des jeunes qui vont être extrêmement brillants. N'oubliez pas de les aider à améliorer leur pratique, leur utilisation du français. Beaucoup de jeunes ne parlent plus français. Vraiment, je sais que nous les profs, on parle Wolof en classe, mais il faut diminuer l'utilisation du Wolof pour parler plus français et aider les jeunes sur deux choses. 1. Beaucoup plus parler français. 2. Améliorer leur habillement. Voilà, c'est très important. C'est impensable que les gens aillent à l'école professionnelle en étant en jean, avec des tenues de décolleté vraiment pour les filles. C'est inadmissible. Voilà. Il faut, n'oubliez pas que les écoles de formation, c'est l'antichambre de l'entreprise. N'y portez jamais ce que vous n'oserez pas porter dans votre job. Donc ça, il faut y travailler très rapidement. Voilà. Je voudrais vous féliciter, vous remercier chacun, vous remercier pour tout le temps que vous m'avez consacré et au plaisir et au bonheur de nous retrouver mercredi prochain, Inch'Allah. Je vous remercie. Bonne soirée. J'enregistre tout de suite. Merci.